Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Si vous voulez prendre place, bien que nous soyons plutôt un peu moins nombreux que d'habitude, nous allons commencer sans plus attendre, mais je crois qu'il y a une vive concurrence ce soir. Je crois qu'il y a notamment un candidat à la présidence de la République qui débat dans nos murs. Je ne peux que vous remercier encore davantage d'être présent ce soir pour discussion que nous allons avoir avec Gilles Pinson. Gilles Pinson est un spécialiste de sciences politiques. Il enseigne à l'Institut d'études politiques de Lyon. Il enseigne également à Sciences Po Paris. Il est nantais d'origine, ce qui ne gâte rien, même si ce n'est évidemment pas la raison pour laquelle nous l'avons fait venir ce soir. La raison pour laquelle il est des nôtres aujourd'hui, c'est qu'il travaille notamment dans le cadre d'une mission de réflexion de la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire, sur une opération de prospective. Alors la différence de notre opération de prospective Nantes 2030, là il s'agit de réfléchir à l'horizon de 2040, mais ça ne change pas fondamentalement les choses. J'ajoute que Gilles Pinson est un collaborateur occasionnel mais relativement fréquent de Place Publique. Il avait notamment, dans un numéro que nous avons publié il y a tout juste un an, où nous avions consacré un dossier précisément à Nantes 2030, écrit une contribution tout à fait passionnante, et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous recommande vivement de la lire, où il adaptait à la situation nantaise un certain nombre de scénarios sur l'évolution des métropoles, scénarios qu'il a forgés dans le cadre de son travail pour la DATAR. Voilà, alors, comme vous le savez, Question publique est une manifestation qui est co-organisé par le Conseil de développement, présidé par Philippe Audic, par le CCO et par la revue Place Publique. Et depuis quelques numéros, quelques éditions, l'agence d'urbanisme de la région nantaise, qui pilote de façon opérationnelle l'opération Nantes 2030, ma ville demain, se joint à nous. Généralement, c'est son directeur Thierry Violand qui est parmi nous, et ce soir il était avantageusement remplacé par l'une de ses éminentes collaboratrices, Nathalie Hoppe, qui va pouvoir nous dire quelques mots peut-être pour rappeler brièvement, mais elle est plutôt moins bavarde que Thierry Violand, pour rappeler brièvement ce qu'est cette démarche Nantes 2030. Bonsoir à tous, merci. Donc j'excuse à nouveau Thierry Violand, directeur général de l'agence d'urbanisme. Donc effectivement, on est très heureux d'organiser en partenariat avec Place Publique, le CCO et le Conseil de développement ce temps d'échange. Alors pourquoi ? Parce que au moment où ça arrive dans la démarche Ma Ville Demain, on est à un temps où, après avoir récolté tout un ensemble de points de vue de la part d'habitants, de chefs d'entreprise, d'institutions, pendant notamment les 6 derniers mois qui se sont écoulés, puisque le deuxième semestre 2011 était consacré au temps des idées, on va rentrer dans une phase d'analyse des contributions. Effectivement, on va devoir un peu mettre en cohérence tous ces points de vue pour voir s'il y a 1, 2 ou 3 visions de la métropole nantaise en 2030 qui se dégagent. Donc l'idée d'avoir en écho des travaux nationaux qui donnent à voir qu'il y a bien des chemins et des trajectoires différentes en fonction des choix qui seront faits dès aujourd'hui, c'est intéressant pour nous alors qu'on débute ce travail d'analyse. Juste pour, sans aller plus en avant sur la méthode, c'est vrai que c'est un travail d'analyse qui va nous prendre à peu près 6 mois là, dans le semestre qui vient. On appelle ça le temps imaginer les possibles. Puis c'est un travail que l'agence d'urbanisme ne va pas mener seule. Elle va aussi travailler avec des groupes de travail, des groupes de cohérence, des élus, des citoyens, et puis bien entendu le conseil de développement qui est un peu sa caisse de résonance. On travaille en miroir et en dialogue. Voilà, merci beaucoup. Merci Nathalie. Alors ce soir nous allons parler principalement de 2 choses. La première, les scénarios métropolitains qui ont été échafaudés, quel est leur contenu, quelle est leur nature, sont-ce des scénarios qui sont exclusifs les uns des autres, ou bien l'avenir risque-t-il d'être un mélange de tout cela ? Et puis je souhaiterais que dans la seconde partie de notre conversation,
nous abordions un autre thème, évidemment lié au précédent. Gilles Pinson a produit il y a quelque temps un texte tout à fait intéressant et assez iconoclaste, il faut bien le dire, qui était titré « Des métropoles ingouvernables aux métropoles oligarchiques ». Il y pose la question de la nature du débat possible dans les grandes métropoles comme Nantes-Saint-Nazaire, et pose aussi la question de la place de la démocratie, la place de l'interpellation citoyenne dans ces contextes. Dernier point, je vous ai dit que je connaissais Gilles Pinson depuis quelques années. Dans la vie, on se tutoie. Alors, pour ne pas laisser échapper un tu inopportun, on va se tutoyer tout le temps. Voilà. Alors, Gilles, quels sont les 3 scénarios? D'abord, énumère-les rapidement, et puis ensuite, on va les décliner un à un. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Ça marche. Oui. Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Pour répondre à votre question, pardon, à ta question, les 3 scénarios s'intitulent de la manière suivante. Le premier s'intitule le scénario de la Mercapole. Le second. Donc la Mercapole, c'est le marché. Voilà, on l'a aussi appelé le scénario de la métropole débridée, hyper connectée. Bon. Le second scénario, c'est le scénario de l'archipole. Donc c'est le scénario de la métropole gouvernée, néo-keynésienne. Bon. C'est souvent celui qui plaît le plus aux acteurs publics, aux responsables de l'action publique, puisque finalement, c'est celui qui leur donne le plus de place. Et puis, le troisième scénario, c'est le scénario de l'antipole, alors qu'on a longtemps hésité à appeler le scénario de la rétropole. Et là, c'est un scénario plutôt du décrochage des métropoles françaises. Mais je précise tout de suite que il faut bien envisager ce décrochage comme produit d'une relégation dans la compétition économique, mais il peut aussi être imaginé comme procédant plutôt de choix politique, de ne plus jouer le jeu de la compétition territoriale et de la globalisation libérale. Alors peut-être pourrais-tu nous montrer une image symbolique de la Mercapole, et puis pour introduire le propos, et pour l'introduire de manière nantaise, dans ce texte écrit pour Place Publique, ce scénario numéro 1 s'appelait Nantes Incorporated et commençait de cette manière. 21 juin 2030, c'est la liesse sur les cours Saint-Pierre et Saint-André. Rodrigue et Alice, un jeune couple d'agents immobiliers, se noie avec délice dans les foules venues de toute la métropole nantaise, fêter la 2e victoire consécutive des Pinot Strikers en Champions League. La délocalisation de Rennes à Nantes de la franchise de football détenue par le groupe PPR et anciennement connue sous le nom de Stade Rennais a, semble-t-il, porté ses fruits. À toi. D'accord, bon. Alors, quand je vous disais que c'était un texte intéressant. Alors, donc, ce scénario. Alors, je précise tout de suite que ces scénarios ne sont pas des manifestes politiques. Et que, surtout, ils ont été produits. Alors, je ne les ai pas produits tout seul. On a travaillé en groupe pendant 1 an. On était 20 dans le groupe. Nathalie en a fait partie. Ont été fabriqués avec une consigne forte de la Datar que je trouve très intéressante, c'est surtout ne nous faites pas des scénarios qui sont un dégradé du pire au meilleur, du noir au rose, surtout pas. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ces scénarios soient contrastés, qu'ils contiennent des dynamiques qui peuvent être contradictoires et que vous assemblez, que vous essayez de rendre logiques. Mais en tout cas, ces scénarios, s'ils sont bien faits, doivent produire à la fois une certaine forme d'intérêt, de libido, et en même temps une certaine forme de rejet. Donc je précise ça parce que voilà, ce ne sont ni des... et puis surtout, ce sont des scénarios fabriqués sur la base d'aller-retour entre l'examen de situation actuelle, l'examen de tendances lourdes, etc., etc. Bon. Alors le scénario 1 de la Mercapole, la métropole hyper connectée, hyper débridée, certains le considèrent comme étant le scénario de la néolibéralisation. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, en gros, où la globalisation néolibérale s'est poursuivie, où les
autorités politiques à différents niveaux et du coup les autorités métropolitaines ont décidé et ont été contraintes de jouer ce jeu de la compétition globale. Et donc les villes sont devenues des acteurs impliqués dans une compétition territoriale féroce sur fond de disparition progressive des frontières nationales, sur fond d'accélération des flux, sur fond d'accélération des migrations, etc. Alors certains disent finalement, c'est le scénario tendanciel. C'est ce qui va nous arriver si les tendances actuelles se poursuivent. Bon, voilà. Alors, ça produit un certain nombre de choses. Ça produit d'abord un fort étirement de la hiérarchie urbaine. C'est-à-dire qu'en gros, alors ça, je vais peut-être retourner à la carte de la Datar. Ça produit en gros une situation dans laquelle, se renforcent les positions dominantes des grandes métropoles françaises, et notamment de Paris, notamment Lyon-Saint-Étienne. Et ça permet à un certain nombre de métropoles régionales de survivre. Bon. Mais cette survivance, cette survie de certaines métropoles régionales se fait quand même essentiellement sur la base de l'accueil, de développement d'un certain nombre d'activités secondaires, de back-office. Par exemple, pour Nantes-Saint-Nazaire, c'est le scénario de la survie, là. C'est le scénario, effectivement, où Nantes continue à bénéficier de la croissance et du positionnement très fort de la métropole parisienne dans le système des métropoles mondiales. Et Nantes continue à attirer un certain nombre d'activités, de services de deuxième niveau, d'activités universitaires, etc. Mais dans un contexte qui est de plus en plus dur, et dans un contexte aussi où surtout on a une concentration dans les villes, dans les métropoles, des activités, des hommes, etc. Donc c'est un scénario dans lequel les métropoles de second rang survivent, mais les autres métropoles ont quand même du mal à tenir la compétition. Alors, on peut aussi essayer d'imaginer ce que ça donne sur un plan spatial, c'est-à-dire qu'on poursuit dans ce scénario des mécanismes à la fois de réurbanisation. On voit toujours un retour dans les villes, notamment autour de la concentration dans les villes de ces fameuses activités liées à l'économie créative, aux économies. C'est le quartier de la création sur l'île de Nantes. Voilà, c'est le quartier de la création qui continue à attirer. C'est une densification qui se poursuit, alors à la fois au nom du développement durable, mais aussi sur la base de la poursuite des mécanismes de valorisation immobilière et foncière. Et en même temps, comme dans ce scénario, on est dans un scénario plutôt néolibéral. On n'a pas réussi véritablement à construire des capacités de régulation de l'étalement urbain. On a à la fois, en même temps, autour de Nantes, une nappe urbaine qui continue à progresser. Voilà. D'un point de vue social, on avait imaginé dans ce scénario que finalement on est dans des sociétés où le ciment, c'est plutôt le consumérisme. Et ce que j'ai appelé à un moment dans le PowerPoint, mais une espèce de populisme de marché. C'est-à-dire que voilà, les sociétés, les mentalités se sont alignées sur cette idée que la survie individuelle dépend de sa capacité à s'insérer sur le marché du travail. Donc des métropoles relativement dures, avec une sensibilité aux inégalités qui s'est amoindrie, c'est-à-dire qu'on a moins de difficultés avec les inégalités sociales, spatiales, territoriales, et puis alors, là où il est ambigu, ce scénario, parce qu'il est à la fois un scénario où on a accepté l'idée des migrations, des diasporas, donc on est dans des sociétés métropolitaines plutôt tolérantes, mais cette tolérance s'organise sur la base de la ségrégation et de la séparation des groupes sociaux et ethniques, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui se passe du point de vue politique, du point de vue de la gouvernance dans ce scénario ? Alors, dans ce scénario, du point de vue de la gouvernance, comment on peut imaginer les choses ? Alors, globalement, on est sur, là aussi, la continuation d'une tendance du passage du pouvoir, en gros, de la sphère publique à la sphère privée. C'est-à-dire qu'en gros, la crise des dettes publiques s'est poursuivie, on a un maintien ou une baisse du niveau des dépenses publiques, et qui produit une espèce de mécanisme de passage de l'expertise du public au privé. On est dans les villes, dans des configurations où, jusqu'à présent, on a encore des gouvernements urbains qui savent rivaliser en termes d'expertise avec des grands groupes privés, des grands groupes de services urbains. Dans la configuration qui est la nôtre ici, on a plutôt, au contraire, un basculement. L'expertise, le pouvoir, le savoir est passé du côté du privé, du côté des grands groupes de services urbains, alors qui opèrent non plus uniquement dans le domaine par exemple des services de réseau classiques, de l'eau, etc., des télécoms, mais on voit débarquer dans les villes des grands groupes de services informatiques qui sont de plus en plus pressants aujourd'hui, les Siemens, les Cisco, etc., et qui offrent des services, par exemple, de gestion
des réseaux électriques, de gestion à distance de la consommation électrique des ménages, etc. Donc, d'un point de vue de la gouvernance, on a une gouvernance qui se structure autour de ce que, voilà, on a emprunté le terme à la littérature américaine, des coalitions de croissance. En gros, des coalitions qui regroupent des oligarques urbains, allez, appelez-le comme ça. On y reviendra voilà. sur les oligarques urbains. Et puis un certain nombre de grands patrons, de grands filiales de groupes de services urbains, et puis de grands patrons locaux. Voilà. Qui réussissent à persuader la société urbaine que le développement, l'insertion dans la compétition néolibérale est le seul avenir et la seule perspective. Quelles sont les réactions les plus fréquentes à l'énonciation de ce scénario ? Est-ce que les auditoires sortent un chapelet d'ail, font 3 signes de croix, rétro Satanas, ou bien après tout, c'est pas si mal. Alors là où je suis très content de notre coup, c'est que quand on soumet ces scénarios à des gens de gauche, par exemple, ils disent... alors vous verrez le scénario 2 tout à l'heure, on pourrait s'attendre à ce qu'ils préfèrent le scénario 2, ils nous disent le scénario 2 c'est affreux. Moi je le trouve pas mal ce scénario 1. Donc ce qui me fait dire qu'il y a l'émergence d'une espèce de métro-gauche, de gauche boboïdale, j'en sais rien, je sais pas comment l'appeler, mais une gauche strauss-kahnienne peut-être, j'en sais rien. Mais social-libérale. Oui, peut-être. Et qui finalement se trouve assez bien dans cette métropole qui incarne une espèce de dynamisme social, économique, une certaine forme de tolérance, qui joue le jeu, enfin dans lequel les individus jouent le jeu de la compétition, jouent le jeu de la globalisation, mais en même temps on est dans des sociétés urbaines, métropolitaines, plus tolérantes, plus stimulantes, etc. Et donc les gens ne sortent pas forcément, enfin les gens de gauche ne sortent pas forcément leur chapelet d'ail. C'est plutôt les Alsaciens qui sortent leur chapelet d'ail, parce que vous verrez que les Alsaciens qui sont très férus d'organisation, de politique publique, des régulations, n'aiment pas du tout ce scénario et préfèrent beaucoup largement le second. Le modèle rénan. Voilà. Alors, second scénario, je vais me livrer au même exercice, voir comment il est adapté à Nantes. Le scénario 2 là, est baptisé Clean Nantes, et comme à chaque fois on part d'un événement d'actualité, là ça se déroule le 21 juin 2030 également, comme le scénario 1. Thomas ne peut retenir une larme en regardant le président de la communauté urbaine de Nantes, car il existe toujours une communauté urbaine de Nantes le 21 juin 2030. Donc le président de la communauté urbaine de Nantes et le commissaire à la réindustrialisation couper le ruban inaugural de la nouvelle usine Heuliez de Bouguenais qui fabriquera des drones solaires. Thomas est un ancien d'EADS. Il a travaillé toute sa vie dans ces lieux mêmes où aujourd'hui on célèbre le démarrage d'une nouvelle activité. Il fut l'une des premières victimes de la décision d'EADS de fermer tous ses sites de production européens après que les actionnaires publics furent devenus minoritaires dans le capital de l'entreprise en 2025. Bon, alors, donc ça c'est le scénario alsacien, c'est le premier scénario, c'est le scénario État, celui-là c'est peut-être le scénario, scénario marché, celui-là c'est le scénario État. L'archipole, la métropole encadrée. Voilà. Alors, donc... celui-là, je suis assez content parce qu'on a commencé à l'échafauder il y a très longtemps. Et puis, avant les élections, avant la campagne des primaires socialistes, avant les élections et la montée en puissance d'un certain nombre d'entreprises politiques qui réclament la déglobalisation et un certain retour au protectionnisme. Bon, alors, ce scénario, on s'est dit, contrairement à ce que parfois nous disent les prospectivistes et ce que voulait nous faire dire la Datar, c'est un scénario où on s'est dit, la globalisation telle qu'on l'appelle et qu'on a souvent tendance à essentialiser, à présenter comme un phénomène naturel, spontané, non, la mondialisation c'est le précipité d'un ensemble de décisions politiques. Or là, on est dans un scénario où les dégâts environnementaux, sociaux, économiques de la globalisation ont généré entre aujourd'hui et 2040 une réaction de groupes sociaux, réaction de forces politiques qui fait largement infléchir les politiques au niveau européen, national et urbain. Tout cela est facilité par effectivement le fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup de patriotisme économique en pensant que des grands groupes qui étaient nos champions nationaux avaient encore un ancrage national, mais bon, à travers de ADS,
on a voulu imaginer que ces grands groupes qui font la fierté du pays, Dassault, Vinci, etc., n'ont plus d'ancrage véritablement local, ont des marchés ailleurs, on pourrait parler aussi de l'automobile, et donc coupent leur ancrage. Donc finalement, cette rupture de l'ancrage des grandes entreprises jadis nationales avec leur pays d'origine facilite pour un certain nombre d'élus de proposer la proposition de solutions de démondialisation et de retour à des politiques keynésiennes extrêmement fortes. Donc, dans ce scénario, on a une montée en puissance des régulations à une échelle européenne, nationale, régionale, qui crée les conditions pour un néo-keynésianisme à tous les niveaux, mais qu'on peut imaginer essentiellement urbain, parce que l'idée, c'est de reconstituer des systèmes productifs territorialisés sur le modèle du circuit court. Donc voilà, c'est un scénario où, au nom de la sauvetage des équilibres sociaux, au nom du sauvetage de l'environnement, on a une relégitimation forte des régulations politiques qui se traduit par des renationalisations, de la planification économique, une forme de néocorporatisme local que je définirais par une association des syndicats, des entreprises locales, de la CCI et des pouvoirs locaux urbains pour l'organisation d'une planification du développement économique sur la base du circuit court. On peut imaginer alors que se reconstituent dans ce scénario des économies urbaines sur la base de ce qu'elles étaient finalement au XIXe siècle. Des systèmes productifs locaux relativement intégrés, avec une grande variété d'activités, et puis quelques activités exportatrices. Bon. En termes de géographie métropolitaine, qu'est-ce que ça donne Paris, le reste de la France, Nantes, dans ce scénario ? Alors, le résultat de ça, c'est que par exemple, c'est la carte telle que vous la voyez ici, sur cette diapo, c'est-à-dire un tassement de la hiérarchie urbaine. C'est-à-dire que, alors que dans le premier scénario, on avait Paris qui progressait et qui écrasait un peu ses rivales provinciales, ici, on a plutôt une égalisation de la hiérarchie urbaine, un tassement de la hiérarchie urbaine, avec des villes moyennes, des grandes métropoles qui réussissent à sauver leur peau et à reconstituer autour d'elles des structures économiques intégrées, des structures économiques extrêmement variées, avec le redéveloppement dans les villes d'un certain nombre de services qui avaient disparu du fait de la concentration capitalistique. Donc voilà ce que ça donne en termes de hiérarchie urbaine. Et alors, tu as commencé à le dire, en termes de gouvernance, ça, c'est un renforcement fort des pouvoirs locaux. Voilà. Donc, c'est un scénario dans lequel, alors on peut imaginer des variantes, mais on a essayé de dire, n'imaginons pas forcément que ce sont l'État qui revient, par exemple, mais imaginons que ce néo-keynésianisme s'incarne par un regain du keynésianisme, mais au niveau urbain. C'est-à-dire qu'on ne refait pas les erreurs qu'a fait la Datar dans les années 60, à considérer qu'on pouvait organiser le développement des villes de province sur la base de la concentration des pouvoirs de décision au centre. Là, au contraire, c'est plutôt l'optique Gravier plutôt que l'optique Guichard qui est privilégiée. C'est-à-dire que Gravier, il faut peut-être Jean-François Gravier, le désert français, qui est un monsieur un peu... Non, mais tout le monde n'est pas géographe dans la salle. C'est un peu qui a un passé géopolitique un peu sulfureux, je crois, mais qui, en gros, proposait contre Guichard, qui considérait que ce que la centralisation avait fait, seule la centralisation pouvait le défaire. Gravier était plutôt pour une solution fédéraliste consistant à donner du pouvoir justement aux pouvoirs locaux. Donc là, on est plutôt dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'on donne les pouvoirs aux régions et aux villes de structurer la négociation entre les syndicats et les représentants du capital et dans la perspective du redéveloppement d'économies productives locales. Quels sont les effets de ce scénario sur la forme de la ville ? On l'a un peu sur la photo là. Alors je ne sais plus si c'est peut-être bien Francfort cette photo, mais en gros l'idée c'est que à côté de cet interventionnisme sur l'économie, on a dans ce scénario un interventionnisme fort sur l'espace, avec au nom de l'économie de l'espace, au nom de l'environnement, on a des politiques très strictes d'usage de l'espace qui se traduisent par un arrêt de la périurbanisation, la destruction d'un certain nombre de quartiers pavillonnaires de périphérie, et au contraire un effort de densification. Ça peut être un peu le scénario rennais aussi. Les Rennais ont quelque chose d'alsacien à certains égards. Donc voilà, on a
un développement urbain pensé à partir des centres existants. Alors, hormis à Rennes, à Mulhouse et à Strasbourg, comment réagit-on le plus souvent à ce scénario? Alors, j'ai pas mentionné quand même un aspect important de ce scénario, c'est-à-dire que pour le noircir, pour le rendre moins appétissant pour la fibre française qui est plutôt néo-keynésienne, on a voulu aussi en faire le scénario du contrôle, le scénario un peu Big Brother, d'où ces diapos-là. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, toujours au nom de la cohésion sociale, du sauvetage de l'environnement, du développement durable, les pratiques de contrôle qu'on voit s'exercer sur l'économie, ils s'exercent aussi sur les pratiques individuelles. Avec, par exemple, l'accord à chaque individu d'un crédit mobilité. Hein, j'en ai aussi parlé dans le scénario nantais. Des politiques de plus en plus drastiques de contrôle des pratiques individuelles, des pratiques d'addiction, d'où cette photo sur cette fameuse campagne manger, bouger, etc., qui nous incite à la marche à pied. Je vous ai parlé tout à l'heure de destruction de grands ensembles, pas de grands ensembles, mais d'habitats pavillonnaires. Dans ce scénario, on peut aussi imaginer que voilà, des campagnes de destruction d'un habitat peu dense au nom, là encore une fois, de la redensification nécessaire. Et on peut aussi imaginer que, du coup, ce scénario keynésien a aussi ses effets pervers. C'est-à-dire qu'en organisant la rareté de l'espace, du logement, on crée aussi des passe-droits et on crée aussi de l'exclusion. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aussi je parlais dans le scénario de la renaissance aux marges de cette ville redensifiée, de bidonvilles, de gens qui n'arrivaient pas à se loger, puisque le keynésianisme a assez raté qu'on n'arrive pas à produire autant de logements qu'on en détruit. Je reviens à ma question précédente, les réactions. Je pense que cette gauche métropolitaine libérale, libertaire, ne reçoit pas très bien ce scénario. Ce scénario est plutôt apprécié par les adeptes et les fétichistes de l'action publique, qui sont souvent assez aveugles aux effets pervers de l'action publique. Donc voilà un peu quelles sont les réactions. Mais alors, souvent, les gens qui sont du côté de l'action, les fonctionnaires, les élus, s'y retrouvent bien. C'est-à-dire que j'évoquais l'exemple alsacien, effectivement, dans un atelier qu'on a fait en Alsace pour la restitution de ce truc, on nous disait ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Bon, ils avaient déjà tout fait, tout était déjà en route. On avait leur dire, mais essayez de regarder quels sont les potentiels effets pervers de toutes ces politiques keynésiennes pleines de bonnes intentions. Troisième scénario. Alors le troisième scénario, c'est le... Troisième scénario, je vais aussi commencer par la déclinaison nantaise, c'est Slow Nantes. 21 juin 2030, Sibylle vient de quitter l'appartement que ses parents occupent à la Baule. Ces derniers l'ont acquis en 2019, au moment où ils furent mis tous deux en pré-retraite à la suite de la fermeture définitive des chantiers de l'Atlantique. Leurs économies et leurs retraites leur ont permis d'accéder à ce logement, qui a l'avantage d'être situé dans une résidence sécurisée, dotée de tous les services pour les seniors. La route de Sibylle est encore longue. Il lui faudra bien 2h30 pour rejoindre Nantes. Il y a d'abord ses contrôles à la sortie de la résidence de ses parents, puis le trajet pénible en train dans un TGV Atlantique de 1991 qui n'a de TGV que le nom, et cette maudite correspondance à Savenay imposée par le syndicat des communes de la Baule, qui a obtenu que plus aucun train direct ne relie Nantes à l'enclave chic du bord de mer. Y a-t-il des Baulois dans l'Assemblée ? Des gens qui pratiquent le polo. Alors, donc, ça, c'est le scénario 3, l'antipole, rétropole. On avait pensé à rétropole au départ, mais c'était trop péjoratif parce que ce que j'essaye toujours de préciser, c'est que ce scénario peut ne pas être le scénario uniquement de la relégation, mais du choix d'un autre modèle de développement. Bon. Alors voilà. Alors c'est un scénario extrêmement conflictuel, contrasté, où on retrouve le plus de conflits territoriaux et de conflits de génération, qui souvent se recoupent. Bon. Alors en gros, là, on est dans un scénario où la France a voulu jouer la compétition, jouer la carte de la spécialisation sur des activités high-tech, recherche et développement, création, etc., etc. Mais ça n'a pas marché.
Voilà, ce que je dis souvent, c'est qu'on mise beaucoup sur l'activité créative et pendant longtemps on se disait mais on n'a plus besoin d'industrie, l'industrie c'est polluant, ça ne sert à rien, il faut se spécialiser sur autre chose. Bah oui, mais le manque de bol, c'est que parfois le designer a besoin d'être proche de l'usine et aujourd'hui les designers ils sont à Shanghai. Bon. Donc voilà, on a joué cette carte-là de la spécialisation sur des activités créatives et ce pari a été pour l'essentiel perdu. C'est-à-dire que la France est reléguée dans la compétition économique, désindustrialisée, les gens émigrent, chute démographique, les jeunes notamment, on a un phénomène de brain drain, de drainage des cerveaux vers l'extérieur. Mais néanmoins, dans cette configuration, on peut aussi imaginer que cette rupture avec les règles de la compétition néolibérale, elle a été choisie par certains mouvements sociaux qui en avaient marre, qui voulaient rompre avec ce scénario de la compétition. Et on est dans un scénario très contrasté, où en gros, la France, ce qu'elle réussit à vendre à l'extérieur dans ce scénario, c'est quoi ? C'est ce qu'elle sait toujours faire, c'est-à-dire le patrimoine, le paysage, la bonne bouffe, le pinard. La baguette... Bon, Perret, je vous le laisse. Donc, elle se positionne là-dessus. Et certains territoires, mieux positionnés que d'autres, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors, c'est pour ça que sur cette carte, on a grossi Paris, Bordeaux, Nice, Strasbourg, Rennes, Dijon. Et qu'on n'a pas... au contraire, on a mis en cercle creux des villes comme... Grenoble, comme Nantes, comme Lille, comme Le Havre. Donc en gros, on a des villes et des territoires qui réussissent à vendre leur qualité patrimoniale, qui réussissent à se vendre comme lieu de résidence ou de villégiature pour une élite transnationale, pour les retraités indiens et les touristes russes. Et puis des territoires qui, au contraire, n'ont pas grand-chose à offrir à cette population-là. Et ces territoires, on peut imaginer qu'ils sont conquis par des mouvements sociaux décroissants, des générations en rupture, des jeunes générations qui n'ont jamais réussi à s'insérer économiquement dans la compétition économique globale et qui sont en rupture avec les générations précédentes. Alors c'est pour ça que je faisais ce parallèle entre cette fille qui habite à Nantes, qui a choisi un mode de vie plutôt décroissant, plutôt alternatif, et ses parents qui se sont réfugiés à La Baule. Donc on est dans un scénario, alors j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est quand même ce qui est intéressant et plutôt jouissif dans ce scénario, c'est un scénario de forte repolitisation. Alors tout le monde me dit mais c'est le chaos, c'est le conflit. Oui, mais c'est un conflit qui est très intégrateur. C'est-à-dire qu'on a des sociétés locales très politisées et notamment politisées autour de conflits générationnels et territoriaux. Donc j'imaginais des conflits, par exemple, entre des jeunes mouvements décroissants nantais et puis des mouvements NIMBY, des mouvements de protection d'enclaves riches qu'on pourra trouver à La Baule et à Clisson, habités plutôt par des géants plutôt âgés, qui ont vendu leur patrimoine à des sociétés, à des touristes étrangers, etc., etc. Donc c'est un scénario de reprise en main de la politique locale sur fond de conflit, mais un conflit intégrateur. Même question que précédemment, la forme de la ville induite par ce scénario. Alors, la forme de la ville, c'est... on a eu des discussions sur... Parce qu'on a, je sais pas, dans le scénario, on avait parlé de... La France est revenue à 50 millions. Donc, il y avait un ingénieur des ponts et chaussées qui, forcément, savait utiliser les chiffres, qui me disait « Mais c'est pas possible, avec les tendances actuelles, on peut pas revenir à 50 millions en 2040. » Bon, alors, je m'en suis sorti en disant « Mais bon, il y a eu de l'émigration. » Voilà. Bon, la forme de la ville, c'est... des villes-centres peu patrimoniales qu'on peut imaginer évidées, d'où la photo de Détroit, reconquises partiellement par des groupes sociaux, optant pour un autre mode de vie, et puis des villes ou des enclaves patrimoniales qui arrivent à s'en sortir et qui se spécialisent, encore une fois, dans la résidence de luxe, dans le tourisme. On est aussi dans une configuration où les déplacements sont devenus de plus en plus compliqués. Il n'y a plus d'essence, les transports publics sont dégradés, donc on a une espèce de territoires qui sont reliés entre eux par des systèmes de transport à double vitesse. Un transport public dégradé, et puis des transports privés qui permettent des sauts de puce entre Notre-Dame-des-Landes et La Baule, par exemple. Voilà, donc la forme de la ville, c'est
réinvestissement de certaines centralités secondaires patrimoniales, et puis certaines grandes villes anciennement industrielles ont tendance un peu à se dépeupler et à abriter de nouvelles formes de développement, de nouvelles formes de vie. Tu parlais d'une repolitisation à la base et d'une forte opposition à la fois territoriale et générationnelle, mais au bout du compte, qui gouverne ? Bah, ça dépend. Ça dépend. Parfois c'est les vieux, parfois c'est les jeunes. Voilà. Bon, alors on peut essayer de nuancer cette. Mais voilà, on peut imaginer que Nice est gouverné par un certain nombre d'intérêts liés à la rente foncière qui promeuvent une politique territoriale d'accueil des investissements qataris, russes, etc. Donc une espèce de gouvernement urbain qui est la projection de ce bloc immobilier qui a un intérêt à vendre son capital patrimonial à l'étranger, à des groupes sociaux privilégiés. Et puis ailleurs, on peut imaginer que dans des villes comme Nantes, Saint-Étienne, Lille, eh bien, qui gouvernent, ce sont plutôt des conseils de quartier, pourquoi pas. Il y a un réinvestissement des institutions, mais un réinvestissement par des mouvements sociaux, donc avec une forte volonté de contrôler les gouvernants, de contrôler les élus, de mettre fin à cette dérive oligarchique sur laquelle on reviendra peut-être. Voilà, donc c'est un réinvestissement des espaces publics par les mouvements sociaux, par la base, quoi, par les grassroots, comme diraient les Américains. À part les ingénieurs des mines, comment réagit-on à ce scénario ? Alors, le problème de ce scénario, c'est qu'il est souvent vu par la lorgnette pessimiste. C'est-à-dire qu'on y voit surtout la relégation. 2h30 entre La Baule et Nantes. Oui, mais est-ce que c'est un peu longuet. Est-ce que c'est si grave, oui, non, c'est pas très grave. Moi, j'y vais jamais à La Baule. Mais bon, oui, c'est pour ça que c'est pas grave. Non, voilà. Alors peut-être que La Baule se sera étendue et aura. Mais on voudrait pas que le devienne La Baule, justement. C'est ça le débat. Oui, mais est-ce que le Cormier aura la possibilité de résister à sa baulisation ? J'espère. Ouais, moi aussi. Mais voilà. Mais dans les scénarios, on est obligé de pas se baser uniquement sur ce qu'on espère. Donc, c'était quoi la question ? La question, c'était les réactions à ce scénario. Oui, on en a une. Voilà. Les réactions, c'est de dire oui. Alors, bon, c'est pas forcément souhaitable, mais regardez les États-Unis aujourd'hui, c'est une société qui se vit comme une société qui est clivée par les choix territoriaux, par des modes de vie spatiaux très différents. Bon, alors, j'en sais rien, je sais pas si c'est forcément souhaitable, mais pourquoi pas imaginer que la politisation des individus se fasse sur la base de choix de vie qui sont à la fois des choix de lieux, etc. Et que cette espèce d'éclatement territoriaux en fonction des modèles de développement qui seront, voilà, bon, c'est peut-être, pour moi, c'est pas forcément plus affreux que le deuxième scénario. Alors, pour la clarté de la démonstration et pour l'intérêt, la vivacité du débat et sa couleur, j'ai souhaité qu'on commence directement par des exemples. Et puis, je me suis efforcé, à la suite du texte que tu avais écrit dans Place Publique, de nantiser le débat et les exemples. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière quand même et savoir comment on produit de tels scénarios. Enfin, est-ce que parce que là, tu nous racontes ça un petit peu comme des romans de science ou de politique fiction. Quels sont les fondements un peu objectifs, tangibles, qui permettent après de prolonger des courbes ou des interrompre? Alors, sans rendre les choses un peu trop techniques et complexes, mais ça l'est pas, donc c'est l'avantage. La méthode qui a été proposée par la DATAR consistait à réunir des groupes d'experts qui étaient censés produire de la prospective à dire d'experts. C'est-à-dire, en gros, on constitue un panel de gens qui ont des expériences différentes, qui ont des savoirs différents, qui ont des expertises différentes, des gens de l'université, des chercheurs, des gens qui travaillent dans les collectivités locales, des gens qui travaillent dans les services de l'État, des gens qui viennent du monde consulaire, des architectes, des urbanistes, etc. Et sur la base de la connaissance que ces gens ont des dynamiques actuelles, de la situation actuelle des villes françaises, on leur demandait dans un premier temps, en 2040, produisez-nous des énoncés prospectifs sur ce
que vous voyez dans les villes en 2040 sur cet aspect-là, sur les questions de santé, sur les questions de démographie, sur les questions de vieillissement, sur les questions économiques. C'est comment en 2040 ? Bon, c'est la première étape. Et là, on leur demandait de faire une phrase et de ne pas se justifier. Et on demandait aux autres de ne pas dire « mais ça, c'est pas vrai ». Non, les autres devaient réagir en disant « en 2040, c'est comme ça que ça se passe ». Bon. Donc après, on compilait tout ça et on essayait de faire travailler ensuite les gens à l'identification des processus qui avaient généré ces visions prospectives en 2040. Voilà. Donc, à partir de ces processus qu'on a essayé d'identifier, après, on a fait des collages. Et en fait, les scénarios sont des collages de ces différents processus, de ces tendances lourdes ou signaux faibles qu'on a essayé d'identifier collectivement. Donc, je vous la fais courte, parce qu'il y a eu tout un tas d'allers-retours entre la prospective et les processus. Mais en gros, voilà, sur la base de leur expertise, on demande aux gens d'un peu de se lâcher, de rêver, de se projeter, de nous dire, sur la base de ce que vous savez, quel pourrait être le visage des villes, des métropoles en 2040. Et une fois que vous avez fait ça, dites-nous qu'est-ce qui a généré ça. Voilà. En étant bien conscient que demain ne sera pas fait uniquement des processus qui sont en cours aujourd'hui. Voilà. La réalité de l'action humaine, c'est que voilà, on ne laisse jamais des processus se dérouler. Les processus sont déjà une fabrication humaine, donc il y aura des interventions, des inflexions, etc. Voilà, donc je ne sais pas si j'étais clair, mais en gros c'était ça le mode de fabrication de ces scénarios. Alors, nous allons bien sûr, au cours de la discussion, revenir sur ces scénarios et sur toutes les questions qu'ils posent. J'aimerais, avant de distribuer la parole, qu'on en vienne à ce que j'ai annoncé comme le second volet de notre conversation. Cette réflexion sur la gouvernance des métropoles. J'aurais dû le faire d'emblée et rappeler que Gilles Pinson a publié il y a 2 ans, 3 ans maintenant, un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Gouverner la ville par projet, urbanisme et gouvernance des villes européennes » et qui est une analyse comparée d'un certain nombre de villes européennes, parmi lesquelles Nantes. Pour résumer à très grands traits, je dirais à la hache, non pas le livre dont je viens de parler, mais l'article, le texte qui s'appelle « Des métropoles ingouvernables aux métropoles oligarchiques ». Il me semble qu'il y a 2 aspects principaux dans la démonstration. Un, l'aspect ingouvernable. Les métropoles, c'est de plus en plus grand. Les métropoles, c'est intercommunal. Les métropoles, ça échappe assez largement au fonctionnement habituel de la démocratie représentative. Par exemple, on voit Nantes Métropole, mais on pourrait le dire de toutes les communautés urbaines aujourd'hui. Vous savez que les élus de Nantes Métropole ne sont pas élus au suffrage direct, ce qui pose évidemment des problèmes de fonctionnement démocratique. Deuxième point, les métropoles oligarchiques, c'est le fait de se dire qu'aujourd'hui, il y a des groupes qui se constituent, des alliances sans doute entre élus, technocrates, chefs d'entreprise, qui définissent entre eux, d'une certaine manière, avec une certaine opacité, un modèle de développement jugé souhaitable, jugé désirable, et qui doit s'imposer à tous comme une nouvelle doxa, comme une nouvelle croyance. Est-ce que j'ai résumé à peu près correctement ta thèse ? Oui, bravo. Oui, merci. Oui, alors, plusieurs précisions. Effectivement, l'article que j'ai produit pour la Datar, c'est un peu une réflexion justement après le bouquin. Qu'est-ce qui vient après le bouquin ? Bon. Parce que, en gros, l'ouvrage porte sur la période 80-2000, que moi, j'ai analysé comme une période de pluralisation. Bon, alors là, je suis un peu obligé de faire un peu de théorie, mais en gros, dans les théories sur le pouvoir des villes, vous avez un grand auteur qui s'appelle Robert Dahl, qui explique que l'histoire des villes américaines depuis leur création jusqu'au milieu des années 50, c'est l'histoire du passage de l'oligarchie au pluralisme. Un gouvernement de très peu à un gouvernement, au contraire, qui laisse la place à l'expression de différents groupes d'intérêt, etc. Où chaque groupe social a une chance de pouvoir influer sur la politique urbaine. Bon. Et moi, en fait, sur la période 80-2000, j'avais fait ce constat-là, d'un phénomène de pluralisation.
C'est-à-dire qu'en gros, on sortait, pour le cas de la France, d'un système extrêmement fortement dominé par l'État et ses services extérieurs, à un système qui, dans cette période de 80-2000, se recompose complètement. L'État est toujours un peu là, les collectivités sont de plus en plus là, mais n'ont pas encore toute l'expertise et les compétences pour mener à bien des politiques urbaines, et ont besoin à ce moment-là d'aller chercher de l'expertise ailleurs. Donc ce qui est très marrant, c'est que dans cette période des années 80-2000, un peu partout en France, on voit les CCI, qui aujourd'hui sont un peu mal en point, reprendre un peu du poil de la bête, faire de la prospective à une époque où les villes sont un peu justement en peine de mobiliser de l'expertise et du savoir pour fabriquer des politiques urbaines. On voit aussi à cette époque-là des acteurs qui étaient un peu des acteurs qui étaient de l'État dans l'État, le port, l'université, qui étaient des organisations un peu fordistes, hein, qui fabriquaient pour l'État soit des flux, soit des étudiants, commençaient à devenir des acteurs de la politique urbaine et participer à une espèce de cogitation collective sur les stratégies. Donc à cette époque, on a ce qui caractérisait un système pluraliste, c'est-à-dire que beaucoup plus d'acteurs capables d'agir, capables de mobiliser des expertises, des ressources, et puis une dispersion des ressources. Donc c'était un peu ce que j'avais montré, et j'avais essayé de montrer que justement les dynamiques de projet, c'était des moyens d'articuler ces acteurs et ces ressources dans un contexte pluraliste éclaté, lié à la décentralisation, au retrait partiel de l'État. Bon. Et puis dans les années 2000-2010, je crois qu'il y a un autre phénomène qui a suivi ce phénomène de pluralisation, c'est effectivement un phénomène de cristallisation. Vous avez un renforcement fort des technostructures urbaines, notamment au niveau de l'intercommunalité. Alors c'est très fortement le cas à Lyon, c'est très fortement le cas à Nantes, Rennes, n'en parlons pas, c'est beaucoup moins le cas ailleurs. Mais en tout cas, vous avez quand même regardez ce qui se passe sur le développement économique, où les communautés urbaines sont en train complètement de bouffer la laine sur le dos des CCI, des chambres de commerce, de tuer l'amorce de néocorporatisme local qui était en train de se créer. Donc voilà, et donc on a aujourd'hui une reprise en main par des exécutifs et des institutions du gouvernement urbain beaucoup plus sûrs d'elles-mêmes, beaucoup plus sûrs de leur expertise, et qui en gros ont compris quel était le rôle des villes dans la globalisation et sur quoi il fallait rentrer en compétition. Donc une fois qu'ils ont compris ça, ce qu'ils ont mis du temps à comprendre, ben voilà, on a des phénomènes de cristallisation, de concentration du pouvoir, de reprise en main par l'exécutif du processus de fabrication des politiques urbaines et de construction on a aujourd'hui une logique de construction des politiques publiques qui, dans les villes européennes, se concentre de plus en plus autour d'un nombre extrêmement réduit d'acteurs et avec une clôture de ces systèmes d'acteurs. Alors regardez ce qui se passe autour de la culture à Nantes. Bon, c'est en marche depuis les années 80, mais aujourd'hui c'est en train de se cristalliser complètement. Bon. Je m'arrête là, il y aura sans doute... Mais non, il n'y a pas de sujet tabou. Et les citoyens dans tout ça ? Alors les citoyens dans tout ça... Alors... Attendez, on va y venir. J'ai posé une question à mon voisin de droite qui réfléchit à sa réponse. Voilà, alors les citoyens, là-dedans... C'est un gros mot ? Non, oui, les citoyens, là-dedans, ils n'ont pas une place très, très, très nette, très forte. Enfin, je veux dire, on sait très bien aujourd'hui que les outils qui sont mis en place sous la forme des conseils de quartier et des conseils de développement ne mobilisent des citoyens qui sont par ailleurs déjà mobilisés, déjà intégrés, déjà inclus dans les systèmes de décision. Je dis pas ça pour dire que c'est une volonté malsaine et maligne des pouvoirs locaux que de ne coopter que des gens qui sont déjà dans les cercles du pouvoir. Il ne s'agit pas de dire ça. On ne recrute que les volontaires. Et les volontaires, il n'y en a pas du tout. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'espace politique local, d'espace public local. Alors, il y a des efforts très louables de revue. Merci. Pour faire vivre cet espace public local, mais bien souvent, il n'existe pas. Il n'existait pas uniquement du fait de du mauvais vouloir des élites politiques, mais il existe, il est lié très lié au fait que voilà, en France, l'espace politique, c'est avant tout l'espace politique national, et on a beaucoup de mal à créer un intérêt pour la vie politique locale.
Mais enfin, en même temps, cette absence d'intérêt pour la vie politique locale est aussi induite, par exemple, que quand certaines questions de développement d'infrastructures sont mises à l'agenda, on a quand même largement l'impression que c'est pour aussitôt verrouiller la décision. Enfin, pour avoir suivi un peu de loin les travaux de la conférence métropolitaine, c'est très intéressant. Et j'aime beaucoup les gens qui travaillent là-dessus. Mais la conférence métropolitaine, il y a, je ne sais plus, 4 ou 5 ans, les actes de cette conférence métropolitaine, c'était la suite, enfin, comment dirais-je, un florilège d'interventions à la tribune du maire, du préfet, du président du conseil général pour dire on ne peut pas se permettre la pause. Une ville qui ne se développe plus est une ville qui crève. Bon, ok, bon, bah, c'est bon, alors, on n'en parle plus. Bon. La dernière conférence métropolitaine auquel j'ai assisté, c'était Le monde ne nous attend pas. Alors j'ai cru que c'était un titre de James Bond, mais en fait c'est un titre d'OSS 117. Voilà. Donc bon, voilà, le monde ne nous attend pas. On peut pas se permettre, voilà, la fantaisie, de la pause, de réfléchir à d'autres types de développement. Voilà. Et puis après, vous aviez, excusez-moi, on avait un parterre de gens qui avaient participé à 11 prospectives, à qui on demandait, voilà, de nous expliquer, en gros, quel est le cadre dans lequel on doit agir et duquel on ne peut pas déborder. C'est-à-dire que dans cette dérive oligarchique, la prospective n'est pas un moyen d'ouvrir les portes et les fenêtres, mais au contraire un moyen de socialiser les citoyens un certain nombre d'enjeux auxquels on leur dit qu'ils ne pourront pas échapper. Voilà. Voilà, donc on ferme, on verrouille. Donc les citoyens là-dedans, bah, je le vois hier. Eh ben voilà le débat excellemment lancé. Avant de passer la parole à la salle, je la passe à Philippe et à Nathalie. Vous avez peut-être ou bien des questions supplémentaires ou bien une volonté de répondre aux assauts furieux de Gilles Pinson. Non, mais moi je trouve très intéressant toutes ces analyses et ces scénarios dont j'ai bien compris que ils étaient volontairement provocateurs quelque part dans leur description. J'ai le sentiment que quel que soit le scénario, c'est quand même ce que j'appellerais les frottements économiques et sociaux qui finalement domine les ambitions ou les volontés politiques. Mais je me suis peut-être trompé, même peut-être sur le scénario 2, je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression quelque part que c'est de toute façon l'économique et le social qui est prééminent en quelque sorte, y compris aussi sur ces questions de développement durable que vous évacuez complètement, en gros, en disant, bon... voilà, on en parle, c'est à la mode, c'est dans le langage, mais finalement, personne n'y croit quelque part ou personne ne prend ça vraiment en compte. Alors, est-ce que je me trompe sur ce premier regard dans vos... Alors, c'est vrai qu'il y a sans doute une petite particularité à nos scénarios par rapport au scénario des autres groupes. Alors, je précise qu'il y avait 7 groupes de travail qui portaient sur d'autres types de systèmes territoriaux, hein. Les villes moyennes, les territoires industriels, les territoires de faible densité, etc. Bon. La plupart des présidents de groupes de travail étaient des géographes. Alors, pas de mal à être géographe, hein. Quoique. Mais voilà. Mais c'est vrai que les géographes qui sont les clients naturels de la DATAR ont peut-être cette tendance à partir des pratiques de l'espace, des réalités que nous impose l'espace, pour après en déduire voilà, des politiques. Nous, on est plutôt parti du principe que voilà, on voulait, s'il fallait reconnaître, identifier une infrastructure, enfin une origine des choses, c'était plutôt dans les arrangements qui tournaient autour des questions économiques, sociales. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette teinte-là. Donc voilà, il y a une teinte très politiste. Hein. Alors certes, quelqu'un m'a fait remarquer que voilà, mon scénario 1 c'était État, mon scénario 2 c'était, enfin notre scénario 2 c'était, non, le premier c'était marché, le deuxième c'était État, le troisième c'était société.
3 manières d'organiser la vie sociale. Bon, mais c'est vrai, il y a un peu de ça. Bon. Et ça, c'est très largement lié, voilà, à ce que les gens du groupe lisent, ce sur quoi ils ont échangé. Bon. Donc voilà, c'est vrai que les dynamiques économiques et sociales et la manière dont le politique veut réguler ou ne veut pas réguler, ou voilà, c'est quand même le point de départ. Et c'est vrai que on a essayé au plus possible d'éviter le genre de discours, dire aujourd'hui il y a une urgence environnementale et cette urgence environnementale elle nous fera forcément agir. Bon, j'en sais rien, non. Et surtout l'urgence environnementale, on peut y réagir de plein de manières. C'est-à-dire que par exemple, le scénario 1, on peut se permettre de laisser filer l'étalement urbain parce qu'on a inventé des technologies qui permettent de poursuivre sur cette voie-là. Donc on peut imaginer que c'est la voiture électrique. Le scénario 2, la question environnementale, elle est plutôt traitée par un renforcement des régulations publiques. Voilà. Donc on l'a traité. Mais surtout, on n'a pas voulu, moi je me suis un peu battu là-dessus, avec ceux qui me disaient, l'urgence environnementale, elle est là. Et elle nous fera agir. Ouais, mais elle nous fera agir de plein de manières différentes. Il faut arrêter de se représenter l'urgence environnementale comme une urgence qui touche tout le monde de la même manière, au même niveau. Les bobos seront plutôt soucieux du réchauffement climatique. Le gars qui habite à Bron ou à Vaux-en-Velin au bord d'une autoroute, pour lui, la question environnementale, c'est la question des nuisances sonores. Voilà. Donc, autour de cette question environnementale et des manières de les gérer, il y aura des luttes politiques. Aujourd'hui, le développement durable, l'environnement le discours essaie de dépolitiser ces enjeux environnementaux, mais au contraire, il faut les repolitiser. Et arrêter de dire que parce que ça nous touche tous, il n'y a qu'une manière de régler les problèmes environnementaux. Nathalie. Je voulais juste avoir une réaction concernant l'articulation entre Doxa et Place du Citoyen dans la réflexion de prospective territoriale. Donc je suis pas là pour plaider une cause, mais il y avait deux faits, moi, qui me paraît important de redire. Peut-être que Monsieur Dick aura aussi des éléments là-dessus. Dans une démarche de prospective territoriale, aussi faire appel aux citoyens. Enfin, en tout cas, pour ma ville demain et ce que conduit le Conseil de développement, je crois qu'il y avait aussi la volonté de faire émerger des points de vue différents. Donc, juste pour être honnête intellectuellement et alimenter le débat sans entrer dans la polémique, dire que le travail que le Conseil de développement fait en recherchant aussi l'expression de certains groupes qui ne sont pas forcément entendus, ou le travail qu'on a pu mener avec certaines communes auprès de publics, on va dire, qui sont socialement moins armés pour s'exprimer au travers de moments ludiques ou de cafés un peu particuliers. C'est aussi une volonté justement de faire bouger la doxa et de voir comment on peut faire in fine bouger les lignes et penser différemment le modèle de développement local et le modèle de développement nantais. Donc ça, je voulais juste le redire, c'est normal. Et puis le deuxième fait, c'est que peut-être que c'est intégré aussi de la part du citoyen, mais c'est vrai que quand on interroge les gens, et ça a été le cas sur le questionnaire qu'on a conduit dans la première phase de la démarche, et c'était un questionnaire représentatif, je tiens à le préciser, parce qu'on est aussi allé rechercher la représentativité du panel in fine. Finalement, quand on demande aux gens qu'est-ce qui pourrait arriver de positif sur l'agglomération dans 20 ans, la première chose qu'ils disent, c'est le développement économique. Donc, effectivement, il y a une prégnance de ces sujets-là. Je pense que tu as raison de le dire, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est intériorisé, ou effectivement les gens ils sont aussi en attente de ça, parce que derrière c'est l'emploi et c'est aussi une voie d'avenir. Hein. Et ça laisse malgré tout la place à la discussion. Philippe, une autre question ? Non ? Bien, écoutez, on va vous donner la parole. Il y a un micro qui marche peut-être. On va bien voir. Bien voilà, que ceux qui veulent s'exprimer le manifestent. Monsieur, tout au fond de la salle. Je n'avais pas vu franchement donc l'impact du changement climatique et de la démographie dans votre travail. Changement climatique, vous en parlez un petit peu, vous venez un peu de répondre à Philippe. Pour la démographie, certains scénarios de rupture montreraient qu'en 2040, et compte tenu de la démographie internationale, des flux migratoires de personnes très importantes provenant d'Afrique et d'Asie pourraient venir en Europe. Et dans ce cas-là, augmenter de manière très sensible les populations. Qu'avez-vous étudié dans ce sens ?
Oui. Alors, on n'avait pas de démographe dans le groupe, donc on n'est peut-être pas super fort. Ah bah oui, mais fallait se manifester. Donc on n'est pas forcément très armé sur la démographie. Bon. Simple chose que je peux dire, c'est que par exemple, à quelque part dans la description du scénario 1, on indique que l'un des moteurs de la dénationalisation des sociétés métropolitaines, c'est notamment l'accélération des flux migratoires, leur intensification, le passage à des modèles de migration qui ne sont pas des migrations permanentes, plutôt des migrations provisoires, de groupes sociaux qui identifient les métropoles comme des lieux d'opportunité, qui vont d'une métropole à d'autres. Et on avait aussi identifié, par exemple, que le renforcement démographique des métropoles était lié à l'afflux accepté de réfugiés climatiques. Bon, voilà. Mais bon, c'est un peu... on peut pas toujours tout couvrir, mais c'est vrai que si on avait fait de la prospective comme en font certains sur la base notamment de compulsion de données statistiques et de la production de modèles de projection, on aurait davantage intégré ça parce que c'est plus facilement quantifiable, mais c'est pas le cas. Donc voilà, on l'a intégré de manière assez impressionniste, mais vous avez tout à fait raison sur le fait que c'est quelque chose de très important. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à la soirée que nous avions organisée il y a quelques temps avec Virginie Resson, précisément, qui était plus sur ce modèle de prospective. Oui. Oui, Gilles, tu es très néo-marxiste en fait. Hein. Je le savais, mais là j'en prends conscience d'une manière assez folle. C'est-à-dire que fallait pas le dire. Oui, mais bon, là ça transparaît d'une manière qui est quand même assez saisissante. C'est-à-dire qu'il y a dans les trois scénarios une primauté de l'économie, ne serait-ce que dans le mode de présentation de tes scénarios. Tu aurais pu dans le mode de présentation partir d'autres dimensions du territoire et revenir aux causes après. Non, le moteur, c'est l'économie, la transformation du régime d'accumulation du capital ou ses effets territoriaux. Alors on pourrait se dire c'est un peu old school comme mode d'approche. Et alors je ne vais pas en rajouter tout ce qui a été dit sur la question environnementale. Mais moi, une chose, il n'y a pas de scénario catastrophe. Même si ton troisième scénario, il se présente, il peut être perçu comme un scénario catastrophe, la cause n'est pas la catastrophe. Or, est-ce qu'il n'y avait pas une manière de penser le moteur du changement comme la grande catastrophe ? Et la grande catastrophe, c'est pas ça peut être le réchauffement climatique éventuellement, mais ça peut être la grande épidémie, ça peut être l'accident nucléaire, ça peut être ce genre de choses qui pourrait être un moteur qui surpasse le moteur économique. Et bon, ça aurait été une figure. Bon, c'est une première remarque. Et ensuite, juste une question. La question, c'est, mais à quoi ça sert ce que tu nous racontes là ? C'est-à-dire que, si je me souviens bien, je crois que c'était Masset qui disait à propos du plan qu'il ne fallait pas le pousser beaucoup pour dire que finalement, c'est plus important de se doter d'un plan que d'avoir un plan. Donc, c'était la démarche plutôt que le résultat. Moi, je me dis peut-être pour la prospective, souvent, j'ai tendance à penser que la prospective ne sert à rien, qu'à la limite, si elle sert à quelque chose, c'est éventuellement dans la démarche, pour aider un certain nombre d'acteurs à ouvrir, à penser, mais à la limite, le résultat, on se pensait que ça ne sert pas à grand-chose. Et à la limite, la lecture rétrospective des exercices prospectifs nous induit là-dedans. Alors moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est plus maintenant de revenir sur la démarche et comment ça a été construit, porté par la data. Avec qui ? Est-ce que c'est la data dans son coin pour se dire on sert encore à quelque chose ? Ou est-ce qu'il y a eu des vrais effets de mobilisation à l'intérieur de l'appareil d'État ? Oui et non. Enfin, d'autres me qualifient de néo-institutionnaliste de droite. Bon, c'est pas... Bon, alors, je vous épargne les subtilités, mais bon, en gros, la question, c'est de savoir s'il y a une infrastructure économique ou si l'économie, elle est gouvernée. Bon, moi, il me semble que l'économie, elle est gouvernée. Et dans les trois scénarios, encore une fois, même si effectivement on met en avant les dynamiques économiques, quoique pas toujours, je crois que dans le deuxième, dans les modes de présentation, c'est pas toujours le cas, il est bien entendu pour nous, mais il aurait peut-être fallu faire une note de bas de page, que pour nous, ces mécanismes économiques et sociaux procèdent de choix et de non-choix politiques. Hein. Donc voilà, ça, c'est clair. Alors sur la catastrophe, c'est vraiment une très bonne remarque et effectivement... À quoi ça sert au fond ? Non, la catastrophe d'abord. Ah, la catastrophe d'abord. Effectivement, je pense que là maintenant il faudrait travailler sur des variantes. Parce que voilà,
scénarios ce qu'ils sont, et sont ce qu'ils sont. C'est quand même le produit essentiellement d'un jeu intellectuel, et bon, ça me permettra de faire la transition avec la réponse suivante. Mais effectivement, intégrer une catastrophe à chacun de ces scénarios pour voir dans quelle mesure c'est la catastrophe qui les a générés ou comment la catastrophe pourrait les faire bifurquer, ça sera effectivement un exercice extrêmement intéressant en prenant en compte la catastrophe, je sais pas, effectivement sanitaire, parce que quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez intégré, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une littérature qui se développe sur l'épidémie métropolitaine, par exemple. Et ça, ce sera effectivement très intéressant de travailler là-dessus. Mais voilà, c'est sans doute un autre exercice, etc. Et je garde ça en tête. J'ai pas de réponse tout de suite, mais je garde ça en tête. Et puis à quoi ça sert ? Bon, bah, ça paye bien d'abord, donc c'est un premier élément de réponse. Bon, mais que moi, hein, c'est que moi qui ai été payé. Les autres membres du groupe travaillaient gratuitement. Voilà, c'est dit, Nathalie, maintenant tu vas pouvoir m'en vouloir toute ta vie. Ceci explique cela d'ailleurs. Alors, je crois que moi j'aime bien ce que dit Laurent, qui est un autre collègue nantais qui est pas là, c'est que les sciences sociales, et moi je mettrais la prospective là-dedans, ça sert à rendre perplexe. Bon. Et la prospective, ça sert à rendre perplexe. Et ça sert à faire réfléchir un certain nombre de décideurs sur justement les doxas dans lesquels ils sont englués parfois, sur un certain nombre de bons sentiments qu'ils peuvent avoir, sur la possibilité qu'il y ait certaines politiques publiques et des effets pervers, etc., etc. Donc pour moi, ça sert à ça. Alors je dois avouer que j'ai eu pas un conflit, mais il y a eu une petite mécompréhension avec la DATAR à un moment donné, parce qu'ils nous ont demandé à un moment de travailler sur les implications pour l'action publique. Mais je dis, mais moi, c'est pas mon boulot, moi je suis pas un politique, moi mon boulot s'arrête là. J'ai déliré, on a déliré collectivement, on a fait des scénarios, je veux surtout pas me mettre à la place du politique, le politique doit en faire ce qu'il veut. Bon. Et puis là aussi où je me suis un peu fâché avec la DATAR de temps en temps, c'est que ils ont récupéré nos scénarios, ils les ont moulinés, et ils en ont tiré genre, voilà les grands enjeux auxquels on pourra pas échapper. Mais moi j'ai dit, mais non. Alors par exemple, il y avait la globalisation, on pourra pas échapper. Mais non. La libéralisation des flux migratoires, on pourra pas y échapper. Bah non. Je dis pas ça parce que non. Mais voilà, c'est du choix politique. Bon, voilà. Donc ça sert à rendre perplexe. Je crois que la plupart des membres des groupes de travail en sont conscients. Parfois, la DATAR et ses conseillers méthodologiques en sont pas tout à fait conscients. Et parfois, ils dérivent vers un exercice de conseiller du prince qui, moi, me dérange. Voilà. Donc, voilà. Et puis alors, quel degré de mobilisation au sein de la DATAR ? Très faible. La DATAR est le service de prospective est un service dominé autour d'une institution, la DATAR, qui est une institution dominée. Donc, alors effectivement, les présidents du groupe de travail ont pris leur bâton de pèlerin pour aller faire de la valorisation de ce travail sur la base des sollicitations. La DATAR avait eu la bonne idée à une époque d'organiser des séminaires locaux qu'elle voulait faire organiser par les préfets, dans un contexte quand même de forte politisation des rapports entre le centre et la périphérie. Bon, c'était tout à fait ridicule. En plus, dans les années où on a travaillé, il y avait toujours les cantonales ou telle élection qui rendaient les choses impossibles. Bon, la DATAR, comme globalement les services de l'État, sur lesquels j'ai pas forcément une vision très positive, et je pense que l'État est en train de mourir, voilà. La DATAR est en permanence en train de se noyer dans des considérations politiques autour de ce qu'elle est en train de faire, alors que bien souvent, ce qu'elle est en train de faire, les autres services de l'État s'en foutent éperdument. Donc c'est très étonnant. Alors c'est peut-être aussi lié au fait que la DATAR est depuis quelques temps dirigée par des préfets. Bon, quand on sait la politisation actuelle du corps préfectoral, ça s'explique aussi. Mais voilà, donc ça sert pas grand-chose. Il y a beaucoup de collectivités de grandes villes qui méprisent complètement ça. Alors Grand Lyon, par exemple, dit ouais, nous, la DATAR, on s'en fout. Nous, on a notre service prospectif en interne et on fait des trucs vachement plus marrants qu'eux, vachement plus intéressants qu'eux. Donc il y a les collectivités comme ça, bon. Et puis j'ai des collectivités qui me disent, mais on n'a absolument pas entendu parler de ça. C'est-à-dire que la DATAR a sa clientèle de gens qui viennent aux prospectives info, mais ces gens, ils sont assez peu, en fait. Et en fait, elle n'a pas véritablement fait un travail de... les retombées presse, par exemple, de ce travail-là, elles sont très très faibles. On va sur le site de la DATAR, on voit leur palmarès de dossiers de presse, c'est quand même assez faible. Donc merci de m'inviter. Tout le plaisir est pour nous. Une autre intervention. Bien, j'espère que je vais rester dans le sujet, mais je vais peut-être revenir à la case départ.
En fait, quand on parle de métropole, on pense tout de suite grand centre urbain avec une urbanisation accélérée. Et puis, en face, on voit tout de même des trajets de plus en plus durs, du temps perdu, du stress, de la fatigue, de la pollution, de l'insécurité, de la délinquance parfois. Bref, un mal-vivre, quoi, au fond, quelque part, lié aux métropoles, dans l'esprit des gens, beaucoup. Alors, malgré tout cela, la métropolisation de la France se continue, et au fond, on dit il faut des métropoles, c'est un facteur de compétitivité incontournable, il faut y aller quand même. Alors, moi, ma question est pourquoi une métropole? À quoi ça sert? C'est un peu la question de tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait et pourquoi cette course à la concentration humaine, finalement? C'est un peu la question que je pose. Plus les gros, mieux c'est, apparemment. Hein. Alors ça devient affreux. Et ma question corollaire est la suivante. Quid de l'Interland? Finalement, est-ce qu'une métropole doit s'en préoccuper de l'Interland ou pas? Ou bien on va se débrouiller, et puis, quitte à ce qu'elle se fasse cannibaliser, un peu comme autour de Toulouse, peut-être. Alors ça aussi, c'est une vraie question, je crois. Interland, l'arrière-pays. Peut-être que vous avez eu ce débat-là préalablement à celui d'aujourd'hui, qui me paraît déjà très avancé, c'est vrai. Du mal à suivre, c'est assez technique. Hein. Alors, c'est vraiment une très très bonne question. Effectivement, vous avez raison de revenir à ça. Pourquoi métropole? Alors, moi, j'aime bien utiliser une des phrases qui a été dite pendant les travaux du groupe de travail. Quelqu'un qui bosse à Bordeaux et qui dit ce qui est vachement bien avec les métropoles, c'est que dans les métropoles, les choses poussent toutes seules. J'ai dit, intéressant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je l'interprète de la manière suivante. En gros, depuis la fin du Fordisme, depuis en gros la fin de la Datar, on a renoncé à faire des politiques industrielles parce qu'on ne sait plus faire. La Datar a essentiellement participé à détruire, l'État en général, par ses politiques industrielles, a souvent détruit des systèmes productifs locaux. Bon. Donc on se rend compte aujourd'hui de la participation des politiques de développement économique et d'aménagement du territoire des 30 Glorieuses à la déstructuration des systèmes productifs locaux. Bon. Donc on se dit, les politiques publiques finalement n'ont jamais vraiment réussi à faire du développement économique local. Et surtout quand vous regardez dans d'autres pays, vous regardez en Italie par exemple, vous regardez l'Italie du Nord-Est, l'Italie des districts industriels, de Benetton, de Luxottica, voilà des territoires qui pètent le feu. Regardez la Vendée, à moindre échelle, des territoires qui gagnent parce qu'ils n'ont jamais bénéficié de politique publique. Voilà. Donc ça fait mal ça quand même aux acteurs des politiques publiques, ça fait mal à la Datar. Et la Datar quand même aujourd'hui se dit, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne sait pas organiser, donc le développement économique, les métropoles savent le faire. La concentration d'acteurs, d'agents, de producteurs dans des très grandes villes, c'est le seul moyen de s'assurer un développement économique. Parce que notamment, alors là il s'appuie sur toutes les théories, sur les économies d'agglomération, sur les classes créatives, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce qui génère le développement territorial, c'est les croisements, les rencontres fortuites entre des acteurs dans des grandes villes, où sont présentes un certain nombre d'aménités, des activités culturelles, des informations qui circulent sur les nouvelles technologies, sur les marchés, sur les tendances, etc. Et bon voilà, et donc aujourd'hui, les penseurs des politiques publiques se disent, plutôt que de structurer des filières, plutôt que d'organiser des processus de développement industriel, mettons les gens, concentrons-les, et ça devrait générer, voilà. Donc c'est un peu c'est une partie de la réponse, c'est-à-dire que la Datar a ça en tête. Favoriser les synergies en quelque sorte. Voilà, mais au prix de concentration assez massive. Donc c'est la fameuse thèse de la sérendipité. Ce qui se passe ce qu'il y a de bien dans les villes, c'est que vous pouvez. C'est ça qui générera du travail pour tout le monde. Parce que le problème, les gens iront où il y aura du boulot en fin de compte. Les gens vont être mobiles, après il y aura d'autres techniques pour y arriver. Et aujourd'hui, pourquoi concentrer tout le monde alors qu'en Vendée, comme vous le dites, il y a des plus petites communes et tout ça, les gens disent bien, il y a du boulot local. Aujourd'hui, on a tout centralisé et on a tout délocalisé. Donc même si on vient dans les villes en disant ce que vous dites, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les gens trouvent du travail. C'est ça qui est important. C'est de trouver du travail pour que les gens aient une qualité de vie intéressante. Sinon
Bon. On va concentrer, ça va être le bordel dans les villes et dans les mégapoles. Je précise que ce que je dis n'est pas toujours ce que je pense, hein, mais je parle pour d'autres. Hein. Alors maintenant, dis-nous ce que tu penses. Attendez, vous avez posé une question, écoutez la réponse. Non, mais je comprends bien ce que vous dites. Mais on pourrait vous rétorquer, et on aurait des billes pour ça. Hein. On pourrait vous dire, mais oui, mais il vaut mieux être pauvre dans une métropole que pauvre dans une ville moyenne. Bah si. Ouais. Il vaut mieux être pauvre à Paris qu'à Marseille. Bon, alors c'est un peu contrasté comme exemple. Mais non. Alors, enfin. Attendez. Si vous voulez bien laisser la personne qui est invitée, à qui vous avez posé des questions, répondre. Non, mais effectivement, non, mais j'ai pas de réponse définitive à votre question et je suis pas sûr d'avoir une réponse normative sur ce qu'il faut faire à votre interpellation. Bon. Alors, effectivement. Je pense que nos producteurs de politiques urbaines ont en tête des exemples de grandes villes, de métropoles monde qui marchent, dans lesquelles se concentrent ces gens qui travaillent dans la création, la recherche et développement, dans le business, etc. Et ils se disent que il faut attirer ces gens, et ces gens-là produiront par effet de ruissellement du boulot. C'est une théorie tout à fait néolibérale, hein, je suis d'accord avec vous. Par ruissellement, cela générera du boulot, mais du boulot pas très qualifié, pour des gens qui pourront bosser dans les services à la personne. Voilà, mais c'est quand même un peu l'algorithme que nos planificateurs, si on peut encore parler comme ça, ont en tête. Oui. Attendez, on va faire circuler la parole si vous voulez bien. Oui. L'Interland. Ah, d'accord, oui, d'accord, je suis. Alors l'Interland, non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai pas de. Enfin, oui. Tout ce qui se dit aussi aujourd'hui, la littérature sur les métropoles, la métropolisation dans un contexte de globalisation néolibérale, nous explique qu'effectivement, l'économie mondiale s'organise autour de plaques métropolitaines qui sont mieux connectées entre elles que chacune de ces métropoles n'est connectée avec son hinterland. Donc on peut avoir des mécanismes effectivement d'assèchement des hinterlands par les métropoles. Bon, alors sauf que Laurent Davy, que j'imagine vous connaissez tous, le grand prêtre de l'économie résidentielle, dont on a largement résumé les thèses dans Place Publique. Voilà, vous dira... y compris dans ce numéro, d'ailleurs, il avait répondu à une interview. Voilà, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui, les hinterlands s'en sortent bien. Et ils s'en sortent comment ? Par l'économie résidentielle. Parce qu'il y a des résidences secondaires, parce qu'il y a des retraités, etc. Alors, je suis d'accord avec vous, avec... non, c'est pas suffisant. Puis ce que oublie peut-être de dire souvent Laurent Davy, c'est que voilà... Là, on est en train de réfléchir à état-providence constant, dans un contexte où on a des revenus de redistribution. Voilà. Bon, ça, c'est pas gagné qu'on en ait toujours. Bon, on pourra toujours remplacer les fonctionnaires et les retraités par des vacanciers étrangers. Voilà. Bon. Mais bon, voilà. Alors. Certains vous diront aussi que la métropolisation peut prendre d'autres formes, alors, ce qui ne s'appellera pas forcément la métropole, mais voilà, les Hollandais savent très bien organiser la distribution des fonctions entre des villes moyennes organisées en réseau. Voilà. J'ai pas l'impression que ce soit le choix qu'on ait fait en France. On le dit pas, mais en France, on a fait un choix néolibéral depuis assez longtemps, qui se traduit notamment dans les politiques spatiales. C'est peut-être une idée, sa réalité est sans doute plus contestable. Allez, on continue à faire tourner la parole. Oui, bonsoir, Maurice Kimendego. Je voudrais revenir sur la place du citoyen, pardon. Mais c'est pour rappeler quand même un ouvrage qui a été commis par Jean-Joseph Fréjean, qui nous a quittés d'ailleurs. Et cet ouvrage, je le trouve très actuel, donc, notamment dans ces discussions-là. Je pense qu'il y aura un véritable travail à faire sur la part du citoyen, sur la place de l'élu dans les territoires, puisque nous parlons de la prospective territoriale.
Alors, la question que je voulais poser, c'est mon sentiment. Je crois quand même que les métropoles ne sont pas si unitaires que vous ne les présentez. D'où la question que je me pose, c'est de savoir si des fois il arrive par moment, à l'échelle d'une seule métropole, il n'y aurait pas ces 3 scénarios que vous nous avez présentés. Ah, oui. Bon, sur le citoyen, je reviens pas là-dessus. Alors, effectivement, ces 3 scénarios sont des... alors, je vais encore faire le prof, mais des types idéaux. C'est-à-dire que on risque si jamais il s'avérait à peu près plausible, les situations métropolitaines seront un composé potentiel de chacun de ces scénarios. Donc, effectivement... ça ne sont pas des images très nettes des villes au futur, des métropoles au futur, c'est effectivement des scénarios qu'on nous a demandé nécessairement à la fois d'outrer le trait et en même temps de faire de le rendre paradoxal et controversé. Voilà. Mais effectivement, je pense que d'abord, il faut concevoir qu'à l'échelle de l'espace national, on peut avoir des configurations qui relèvent plus du scénario 1 ou du scénario 2 ou du scénario 3. Et à l'intérieur de chaque métropole, effectivement, on pourrait avoir des espaces qui sont fortement gouvernés, dans le cadre du scénario 2, et d'autres espaces qui ne sont pas gouvernés, par exemple. Mais effectivement, oui. Il faut... Voilà. Oui. Ah, oui. Monsieur. Une petite boutade. Datar et Guichard, je faisais toujours le rapprochement. Je crois qu'aujourd'hui, la Datar est orpheline, quoi. Mais bon, ça, c'était une parenthèse. Ensuite, on a parlé à un temps donné de la réforme des collectivités et la réforme territoriale et son implication en transformant les métropoles en départements. Comment vous intégrez ça dans votre sujet ? Bon, on l'a pas intégré parce que la réforme a accouché d'une souris, en gros. Personne ne veut de la métropole, sauf dans l'Estropole, à Nice. Et qu'en gros l'essentiel des élus locaux vont se ruer sur le pôle métropolitain qui est moins contraignant et qui risque moins d'activer. Il y a la solution qui a été adoptée ici. Voilà. Bon, je pense que la raison se trouve aussi dans le fait qu'aujourd'hui toutes les collectivités locales sont à gauche ou tendent à le devenir. Donc il n'y a pas de raison qu'un maire, qu'un président de communauté urbaine socialiste s'attaque au département et à la région qui sont eux-mêmes tenus par les socialistes. Donc voilà. Donc on est arrivé à une espèce de modus vivendi. Voilà, on neutralise la réforme, etc. Bon. Donc il n'y aura pas de métropole piquant un certain nombre de leurs compétences aux départements et aux régions. Ce qui est le plus drôle, c'est que Gérard Collomb à Lyon, qui aurait été potentiellement le bénéficiaire principal, parce que lui, il a une forte communauté urbaine, il y avait des enjeux territoriaux qui pouvaient, pour lui, rendre désirable ça. Bon, Gérard Collomb est aussi sénateur, qui n'avait pas envie de s'aliéner sa clientèle, et il est confronté à un département qui est à droite, qui est resté à droite, mais une région qui est à gauche, je pense que ça aura activé une guerre locale contre le conseil régional et contre son président, dont personne ne voulait. Voilà. Donc ça n'a rien donné. Voilà, donc on ne l'a pas intégré. Oui. Oui, un rappel ou une remarque, et puis une question. Je crois qu'il y a une donnée, peut-être, vous avez dit qu'il n'y avait pas de démographe dans vos groupes, ça se sent. Parce que, qu'on le veuille ou non, les phénomènes d'urbanisation ne datent pas d'hier. Et l'attraction des villes, c'est dans les villes que se font les échanges. Et ça a commencé il y a bien longtemps. On le voit bien dans l'évolution au cours du Moyen-Âge ou à la fin du Moyen-Âge, par exemple, et la Renaissance. Donc ça, c'est quand même... c'est un peu dommage, quoi. Et donc, première remarque, et cette urbanisation, pourquoi elle ne continuerait pas ? C'est inéluctable. On le voit bien avec la venue de migrants qui viennent d'Afrique ou d'Asie. Quand les lumières sont allumées, ça attire les mouches, entre guillemets, pour faire une plaisanterie de mauvais goût. Mais c'est une réalité objective et qui
qui ne veut pas s'arrêter demain matin. Et derrière cette remarque, il y a une question que vous avez un peu abordée tout à l'heure en répondant à mon collègue sur l'éventuelle réforme des collectivités locales. Et je crois que dans votre propos, ou alors je n'ai pas bien compris, mais ça, je n'ai pas lu votre livre, j'essaierai de le faire dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. On voit bien la dimension économique et sociale, que vous l'avez dit vous-même, et on ne voit pas la dimension proprement politique, c'est-à-dire la réflexion sur les pouvoirs, sur les compétences, sur le partage des responsabilités dans des systèmes qui sont très complexes. Et alors que, bien sûr, il y a cette remarque que vous avez faite à l'instant, là, disant la plupart des collectivités locales sont à gauche et on ne veut pas se bouffer la nuit sur le dos entre tel échelon qui est socialiste et tel autre qui lui est aussi est de la même tendance. Mais il n'en reste pas moins que dans une réflexion à 2040, il me semble qu'il aurait été opportun d'évoquer ces questions d'échelons de responsabilité, de compétences, etc. Parce que c'est un vrai problème qui reste aujourd'hui. On le voit bien avec les mécaniques de cofinancement. C'est un bordel épouvantable, si vous me permettez cette expression. Pour obtenir une décision, il faut réunir combien de comités, de groupes de travail, etc., sur des décisions qui peuvent être lourdes. Alors, la réflexion est nécessaire, mais les choses, la complexité est sans doute incontournable, mais la réflexion sur la recherche de clarification, à mon avis, c'est peut-être un point là sur lequel il faudrait se pencher. Merci. Bon, merci pour ces questions et ces remarques. Alors sur la démographie, je ne reviendrai pas là-dessus. Sur l'urbanisation qui va se poursuivre, oui, mais comment ? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a on a eu tout un débat sur c'est quoi une ville, c'est quoi une métropole. Je vous renvoie au fameux texte de Françoise Choët, mort de la ville, règne de l'urbain. Enfin, est-ce qu'on est encore dans des villes ? Est-ce que l'urbain, est-ce qu'il est encore utile de parler de ville dès lors qu'il n'y a plus de distinction entre un mode de vie urbain et un mode de vie rural, par exemple ? Bon, alors ça, c'est des questions conceptuelles extrêmement complexes. C'est quoi une métropole ? Bon, alors c'est plutôt un outil de qualification marketing plutôt qu'une réalité, qu'une définition scientifique déposée. Enfin, c'est très compliqué, les débats sur c'est quoi une métropole. Bon. Du coup, je suis d'accord, l'urbanisation va se poursuivre. Peut-être. Bon, ou pas. Et surtout, comment ? Bon. D'après certaines projections de l'UNESCO ou de l'ONU, ça va sans doute changer à partir de 2050, 2060, oui. paraît-il. Mais globalement, dans le monde entier. Voilà, c'est ça. Mais après, voilà. Dans le détail, c'est... Ouais. Oui. Mais où ? Voilà, l'urbanisation se passe où ? Comment ? Est-ce que, par exemple, si on assiste à Nantes à un développement dans la métropole de pôles secondaires, je sais pas, Clisson, La Baule, est-ce que et un évitement du centre ? Pourquoi pas ? C'est quoi ? Est-ce qu'on est encore dans une configuration urbaine ? Est-ce qu'on est dans un espèce de magma à la Los Angeles ? Enfin, bon, voilà. De quoi c'était très compliqué. Donc, bon. Donc je pense qu'effectivement, il faut avoir en tête cette logique de réurbanisation, mais savoir qu'elle met en danger la conception même que nous avons de la ville. Voilà. Bon. Alors effectivement, dans le premier scénario, on a plutôt un étalement, donc une espèce de métropolisation à la Los Angeles. Dans le deuxième, on a plutôt un effort de redensification. Dans le troisième, on a une logique d'évitement et de renforcement de pôles secondaires. Bon. Alors, sur les dimensions proprement politiques. Alors, et pas politicienne. Hein. Non, j'ai bien compris. Institutionnel sur la question de l'organisation des pouvoirs, j'ai bien compris. Alors, dans le travail dans le fonctionnement du groupe de travail, il y a quand même eu un fantasme qui a émergé assez rapidement quand on s'est projeté en 2040. C'est en gros la résurgence des villes-États.
Je pense que c'était aussi du fait de la présence d'un certain nombre de représentants des collectivités locales. Ils s'imaginaient très spontanément, alors un Italien qui était de la partie nous a dit c'est marrant comme vous les Français vous commencez à fantasmer sur la cité-État, historiquement c'est quand même pas votre truc. Ouais. Mais pourtant ce qui s'exprimait c'était quand même la montée en puissance de métropoles dotées de fortes compétences et de fortes ressources s'affranchissant d'un État en train de dépérir. Donc ça, c'est revenu. Moi, j'ai essayé de freiner ça parce que voilà, c'est sans doute ce que ces gens voulaient voir advenir. Mais d'autres disaient, j'étais d'accord avec cette idée. Il y a de fortes chances que ces questions d'architecture institutionnelle, de millefeuille institutionnel en France, en 2040, on les ait très peu résolues. Donc, essayons de ne pas imaginer nécessairement qu'une échelle l'emporte sur une autre, mais essayons plutôt d'imaginer, c'est ce qu'on a fait dans le scénario 2, une espèce de gouvernance à multiniveau, où voilà, on a toujours ce millefeuille, mais avec des arrangements qui peuvent évoluer, etc. Donc, on n'a pas voulu faire de prospective sur la disparition du département, des régions, etc. Parce que ça nous semblait trop normatif, trop casse-gueule, etc. On a préféré s'intéresser, plus qu'à la question institutionnelle, à la question des alliances sociales, politiques, qui se trament au sein des villes, quels que soient les échelons institutionnels. Bon, c'est un peu plus comme ça que moi je vois la question politique qu'en des termes institutionnels. J'ai pas fait fac de droit, donc voilà. Donc bon, voilà, c'est un élément de réponse. Une question tout au fond. Oui, bonsoir. Je voulais simplement dire que les métropoles sont issues de l'intercommunalité, donc on n'en parle pas beaucoup dans le sujet là. Et je voulais savoir également si le fait de parler des métropoles c'est pas l'arbre qui cache la forêt, pour ne pas parler de grandes régions économiques où on pourrait évidemment inclure vos scénarios ou vos scénarii, mais de toute façon, je trouve que on est là dans une on se cache derrière cet arbre, et donc je voudrais connaître votre réponse là-dessus. Est-ce que vous pouvez préciser Pardon ? préciser. Je dis qu'aujourd'hui, la gouvernance, puisque c'est de ça qu'il faut parler, la gouvernance se cache pour ne pas créer ces grandes régions dynamiques qui apporteraient une vraie réponse économique et sociale peut-être à tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, parler des régions plutôt que des villes. Oui, parler plus des régions que des métropoles. Effectivement. Ouais, mais c'est un effet de révélation pour moi, parce qu'effectivement, la DATAR a découpé son travail en systèmes territoriaux. Il y avait 2 groupes sur les métropoles, des groupes plutôt sur les grands territoires de flux, de transport, etc., les interfaces, et après des sous-groupes sur les territoires industriels, etc. Donc une approche plutôt micro. Et on aurait très bien pu imaginer une prospective plutôt à partir de chaque cas, de chaque région, etc. Ouais. Les années 70. Oui. Ouais. Okay. Moi, c'est quoi mon avis ? Mon avis analytique ou normatif ? Ouais. Alors. Oui. C'est pas dire il faut supprimer tel échelon, etc. Ouais. C'est dire qui joue quel rôle à quel endroit, de façon claire et pas de façon empilée, bordélique. Quoi. Bon, alors moi d'abord, pour réagir juste à ça, après je reviens aux régions, mais moi le bordel je trouve ça très bien. Le millefeuille institutionnel, je trouve ça merveilleux. Je pense pas que ça coûte beaucoup plus cher que ça aux contribuables, et je crois que ça crée plutôt de l'intelligence collective qu'autre chose. Donc moi, tous les fantasmes de rationalisation et de réforme consistant à dire il faut un niveau de moins, je suis moyennement convaincu. Oui, mais je suis pas sûr.
ouais, je suis pas, enfin bon, moi, c'est pas mon avis. Bon, bah, voilà. Alors sur les questions des régions, effectivement, la région, malgré ses progrès récents, reste l'institution faible en France. Bon, voilà, c'est pas une révélation. Avec des écarts extrêmement forts entre des régions, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien à voir dans la capacité d'action collective de la région Bretagne, dans sa configuration actuelle, avec la région centre, etc. Je ne suis pas persuadé que les régions telles qu'elles sont actuellement soient en France la bonne échelle pour organiser l'action collective, de la planification, de la prospective, une forme de co-gestion associant des... Bon. Je pense qu'on a raté le coche. Enfin, les Italiens ont quand même fait des progrès en donnant un pouvoir législatif à leur région. Je pense qu'en France, tant qu'on n'aura pas des vraies compétences, un pouvoir législatif des régions, on n'avancera pas. Tant que les Italiens ont eu l'intelligence de territorialiser les négociations salariales, les relations, la gestion des relations industrielles. Bon, en France, on essaye. Enfin, apparemment, j'ai lu dans Le Monde que la région Pays de Loire arrivait à faire des trucs de plus en plus. Voilà. Mais bon, on est quand même toujours entravé par le poids qu'ont encore les ministères, les grands corps, etc. Bon, voilà. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a. Alors, on s'achemine quand même vers la fin de la soirée, donc une question, deux questions. Voilà. Ouais, allons-y. C'était à la fois pour rebondir sur la remarque de mon camarade Renaud Epstein et la réponse de Gilles et ce qu'il vient de dire à l'instant. C'est quand même un néo-marxisme d'un type un peu particulier parce que c'est un néo-marxisme où il n'y a même plus d'État. Le grand absent de tes scénarios, me semble quand même la figure de l'État. Alors j'ai bien compris pourquoi. Puisque ça fait 3 ou 4 fois que tu dis l'État de toute façon est en train de mourir, etc. Mais en même temps, tu viens de suggérer que cette mort, dont je ne sais pas si elle relève de la prophétie autocréatrice ou voilà, mais cette mort de l'État n'empêchera pas l'État par ailleurs de jouer jusqu'au bout, éventuellement, qu'on le souhaite ou pas d'ailleurs, un rôle de retardateur, un rôle de contrainte. Et tu viens de souligner le poids de l'État des ministères dans le fait qu'un certain nombre de régions, par exemple, que les régions en général en France ne trouvent pas forcément le niveau de leur responsabilité. La question, c'est ça. Est-ce que vous n'avez pas tendance, d'une certaine manière, dans le groupe, à enterrer trop vite la question de l'État ? Et parallèlement, j'ai bien compris l'allusion aux cités-États, etc. La nature a horreur du vide, donc si l'État central n'existe pas, il va bien falloir qu'il se reconstitue quelque part. Mais finalement, est-ce que vous sous-estimez pas, justement, parce que rien n'est écrit, tu faisais allusion à cette vague récente de retrouvailles avec, je sais pas, une solution keynésienne, l'idée de la réintervention de l'État, etc. Est-ce que le point de départ de la réflexion, implicite, me semble-t-il, pas assumé nécessairement aussi clairement que je viens de le dire et que tu viens de le faire sous l'expression « l'État est mort », est-ce que c'est pas aller un peu vite en besogne, voilà, très rapidement? Alors, t'as raison, c'est sûrement un wishful thinking plus qu'un constat. Traduit. Je sais pas comment ça se traduit. Un vœu pieux. Enfin, un vœu pieux, on peut dire ça. Alors, ce qui est bien avec la prospective, c'est que ça amène le chercheur en sciences sociales à mettre au jour ses propres fantasmes qui sont au tréfonds de son travail scientifique. Alors, oui, alors sur l'État, moi, bon, si tu me demandes quel est mon avis actuellement sur l'État, effectivement, je trouve que c'est là-dessus qu'avec Renaud on peut diverger, c'est que effectivement, pour moi aujourd'hui, l'État central, on parle de ça, c'est plutôt un acteur qui entrave, qui n'impulse pas grand-chose, qui rajoute des niveaux de contrôle et qui participe ainsi à bureaucratiser davantage l'action des collectivités locales. On le voit très bien dans la gestion des fonds structurels où il y a un retour de l'État très fort avec des niveaux de contrôle qu'il a rajoutés, alors sans doute sous l'influence de l'Union européenne, mais aussi sans doute sous l'influence de la RGPP. Voilà, on a même aujourd'hui une délégation interministérielle à la coordination des contrôles. Enfin, on a des trucs absolument incroyables. C'est-à-dire que l'État est un acteur qui rend plus incertaine et plus bureaucratique l'action à force de changer les règles en permanence et de démultiplier les fonctions de contrôle.
Donc, alors, j'ai plutôt l'impression qu'on est effectivement face à une entité politique qui est un peu en fin de course et qui essaye de se réinventer un rôle qu'elle n'a plus. Et une expérience très anthropologique. Aller dans les couloirs de la Datar, c'est une expérience assez folle. On voit tout un tas d'agents de l'État bien mis, peu affairés. Enfin, je vais être un peu populiste là, mais franchement, c'est quand même. Et puis un flic tous les 5 mètres. Enfin, on a un État quand même qui est en train de se renforcer, enfin, de multiplier ses dispositifs de défense alors qu'il n'a plus rien à dire. Moi, je suis d'accord avec Esteb et Béard quand ils disent l'État ne peut plus avoir de projet pour le territoire. Voilà. Bon. Alors, du coup, comment ça impacte sur nos scénarios? Alors, je nuancerai en disant que, par exemple, dans le scénario 1, on peut très bien imaginer qu'on a un État en surplomb qui sponsorise et parraine des politiques consistant à forcer les métropoles à s'intégrer dans une compétition globale. Alors, j'ai parlé en même temps de sociétés désétatisées, dénationalisées. On peut imaginer que c'est un État néolibéral pur qui met en concurrence, qui active des phénomènes de concurrence, etc., sans avoir plus grand-chose à dire sur l'identité nationale, etc. Bon. Dans le scénario 2, qui aurait pu être le scénario de retour de l'État, on a dit oui, mais c'est pas forcément que l'État qui peut faire du néo-keynésianisme. Ça peut être d'autres niveaux, et ça peut être plusieurs niveaux en même temps. Et dans ce scénario, on a voulu dire c'est le retour des contrôles et des régulations, mais à plein de niveaux différents, parce qu'il n'y a pas de raison que nécessairement au bout de l'histoire, il y ait un niveau qui l'emporte sur l'autre. Et je pense qu'on peut très bien vivre longtemps avec l'Union européenne, l'État, les régions, les départements, les intercos et les communes. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Et les métropoles. Mais je dis que on pourrait ne rien toucher à ça. Et les pays, ouais. Et les conseils de quartier. J'ai répondu. Jean-Pierre Payon aura la question de la fin. Mais je crois que là, ça a été évoqué à un moment donné, on voit quand même le poids de l'histoire administrative, l'histoire tout court de notre pays. C'est-à-dire on est dans un État. C'est pour ça la comparaison, on fait toujours la comparaison avec l'Allemagne, avec l'Italie. Mais historiquement, l'État italien ou l'État fédéral allemand, c'est tout récent. 150 ans, et donc là-dessus, en France, c'est 1000 ans ou plus, même si il faut relativiser, bien entendu, parce que la royauté de départ des Capétiens, c'était quand même limité, mais là, on a une histoire qui est très largement différente, que souvent, un peu on oublie, et que les grandes résistances, notamment aux recompositions territoriales, sont très fortement liées à ça, avec un État très, très largement dominant, dans lequel, ce qui explique la résistance majeure des communes en France. Tous les regroupements communaux qui ont été tentés, ça a fonctionné un peu. Enfin, si, d'une certaine manière, actuellement, il y a une évolution de la période Pisani, quand ils ont essayé ces différents regroupements. Ça a été très difficile, puisque c'était la manière d'une forme de démocratie locale, finalement, ou des citoyens par rapport à un État très fort. Et donc, on a cette grande difficulté à trouver un système. Et alors, bien entendu, on a les baronnies. Les baronnies qu'on a toujours vues en France, ce sont évidemment les maires de ce qu'on appelle ces grandes métropoles qui sont là et qui manifestement ne veulent pas perdre leur pouvoir. Alors, que ce soit, on pourrait envisager que finalement, on ait un système de ces grandes métropoles, enfin en France, relatif par rapport au cadre européen, avec des grandes régions. Il y a eu à un moment donné un découpage du territoire en grandes régions, qu'on appelait les EAT d'une certaine manière, avec à la tête la grande métropole, ce grand maire, etc., avec ces grands barons qui gèrent le territoire en négociation avec un État. Donc, ça sont des éléments quand même assez importants qui fait que constamment, à chaque réforme, il y a des blocages parce que derrière, c'est aussi de la représentation, des retraites aussi, etc., pour ne pas parler des sénateurs. Donc voilà un peu la situation. On est à la fois dans un système bloqué et en même temps quand même, démographiquement, les métropoles, les concentrations se poursuivent de manière quand même tout à fait remarquable et efficace. Enfin, efficace au niveau des concentrations de population et des effets.
Donc voilà, alors autour de ça, peut-être que la Datar, elle a quand même fait des études extrêmement intéressantes autrefois. Il n'y a qu'à reprendre tout ce qu'il y a dans les tiroirs de la Datar. Et je pense que là-dessus, un travail véritablement de chercheurs, de mettre tout ça un petit peu ensemble et de regarder et d'essayer de trouver, mettre ça sur informatique ou dans les cerveaux pour dire qu'est-ce qu'on pourrait quand même trouver au travers de ça. Peut-être que c'est complètement impossible vu les freins historiques majeurs. Gilles Pinson, un dernier mot. Est-ce que tu te sens une vocation d'archéologue Il faut un Foucault de la Datar. Ouais. Non, mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les questions, la comparaison avec les villes italiennes et les villes françaises. C'est-à-dire que ce que montre très bien l'histoire des villes, c'est que tout bascule à partir du XVIe siècle et notamment du XVIIe et XVIIIe siècle, où on voit qu'il y a un ralentissement de la progression démographique de toutes ces villes qui faisaient l'Europe médiévale. Et les seules villes qui prospèrent dans cette période-là, à un moment de montée en puissance de l'État, c'est les villes capitales et c'est les villes qui ont une fonction économique pour l'État. Donc c'est les villes portuaires. C'est très étonnant de voir ça. Et ce qui a provoqué ça, c'est la mise en cour, l'attraction dans une cour, à Versailles, à Paris d'abord puis à Versailles, de la noblesse terrienne. C'est la concentration des oligarchies territoriales à Paris. Donc là, Paris, sur cette base-là, explose, etc. Donc finalement, pour boucler la boucle, c'est peut-être bien qu'il y ait des oligarchies, des cours qui se recréent dans les métropoles, parce que c'est ce qui permettra peut-être leur redémarrage. Merci. Merci de ce propos intéressant, iconoclaste, stimulant et tout. Quelques rendez-vous, mais qui ne sont pas totalement définis. Nous aurons prochainement, nous espérons l'avoir en février ou en mars, mais c'est pas tout à fait certain. Thierry Pêche, qui vient de sortir un petit livre excellent dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle Le Temps des riches. Et puis une date sûre au mois de mai, le 24 mai, dans un tout autre domaine, nous aurons un anthropologue qui s'appelle Jean-Didier Urbain, qui répond d'ailleurs à un entretien dans le dernier numéro de Place Publique et qui est un spécialiste des questions du voyage. Et nous l'invitons évidemment à ce moment-là à la veille du démarrage de ce qu'on appelle le voyage à Nantes. Si jamais vous souhaitez approfondir ou prolonger du moins le propos qui vous a été tenu, je ne peux que vous conseiller la lecture de ce numéro. Il ne nous en reste pas 36 exemplaires d'ailleurs, où vous avez les scénarios, les 3 scénarios métropolitains appliqués à Nantes et de manière extrêmement amusante, on peut le dire, drôle, vivante. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci.